Une nouvelle fois, nous partons à la découverte de la Moselle. Du centre du département aux portes du Luxembourg et de l'Allemagne, en passant par les vallées du pays messin ou les reliefs boisés du massif vosgien, nous allons sillonner le territoire à la découverte de 6 villages d'exception. 6 haltes, comme autant de fenêtres ouvertes sur un patrimoine riche, authentique et souvent insoupçonné. Ici, les trésors ne se montrent pas toujours au premier regard. Ils se dévoilent au détour d'une rue pavée, à l'ombre d'un clocher ancien ou sur les hauteurs d'un sentier bordé de forêts. Patrimoine naturel époustouflant, bâtisses parfois bimillénaires, traditions anciennes, chaque village raconte une part de l'âme mosellane. Et parce que ces villages ne vivent pas isolés, nous en profiterons pour explorer leurs alentours, des activités insolites, des monuments et des lieux exceptionnels, des paysages à couper le souffle. À chaque étape, une nouvelle facette du territoire se dévoilera. Un voyage en Moselle au pays des beaux villages. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de village. Ce voyage sur les routes de Moselle commence au centre du département et pour les amateurs de patrimoine, on peut dire que ça commence bien. Nous sommes à Lutange, dans le nord du département, entre la vallée de la Moselle et la vallée de la Canère. Un village où l'histoire a été chahutée, mais aussi un village où l'empreinte des siècles est encore bien visible. Et on va aller découvrir tout ça. Ce charmant village, typiquement lorrain, a plus d'une histoire à raconter. Dès le XIIIe siècle, la famille de Lutange y pose ses armoiries avant de passer le flambeau à d'autres grandes familles, comme les Perpignan, puis les Gournay, puis à quelques nobles bien décidés à profiter du château qui trône toujours au cœur du village. Mais Lutange, ce n'est pas qu'un passé illustre. Aujourd'hui, c'est une commune vivante, pleine de sourires d'enfants à la sortie des écoles et de festivités toute l'année. Et en flânant dans ces rues, on tombe nez à nez avec un trésor du XVe siècle. Ce calvaire en calcaire, orné de sculptures délicates, avec le Christ, la Vierge et Saint Jean, le tout sur une colonne torsadée entourée de feuillages sculptés. Lutange, c'est l'histoire à chaque coin de rue, avec de vieilles et belles maisons et des linteaux de porte qui témoignent d'une longue histoire. Mais aussi une belle église du XIXe siècle et même une caserne de pompiers qui s'est installée dans un ancien lavoir vieux de plus de 3 siècles. Et c'est aussi des installations modernes. Vous l'aurez compris, nous allons découvrir beaucoup de choses ici. Et on commence par une rencontre avec Paul-André Bauer, le maire de la commune, qui nous attend à la mairie. Alors moi je suis natif de Lutange, je suis issu d'une famille lutangeoise aussi, donc je suis vraiment lutangeois depuis longtemps. C'est un village qui est ancien, puisque on y trouve déjà une trace d'une voie romaine à quelques kilomètres. On a des associations de vie locale, donc l'été Lutange ça vit beaucoup. Aujourd'hui Lutange c'est environ 1000 habitants. C'est aussi son château qu'on pensait dater du XIIIe siècle, mais qu'on a découvert récemment qu'il était plutôt du XIe, voire du XIIe. Et puis, on ne peut pas parler de Lutange sans parler de l'antenne, l'antenne TDF, qui est un peu l'image de Lutange. Nous nous mettons maintenant en route pour découvrir le point d'orgue du village, le fameux château de Lutange, qui, grâce au travail de passionnés et de la commune, est toujours le cœur battant des lieux. Un trait d'union entre le passé et le présent du village. On commence par la partie la plus ancienne de l'édifice, qui garde d'ailleurs les stigmates d'une guerre qui a marqué le territoire au XVIIe siècle, la guerre de 30 ans. Et ça, c'est des restes d'incendie. C'est des restes d'incendie. Ouais, c'est ça. Il y a la pierre de jambon qui rougit et qui éclate, incendie. C'est la partie classée du château. Ok. C'est la partie qui est inscrite au monument historique. C'est ce qu'on appelle la poterne. Ok. Et donc ça, c'est effectivement le fruit d'un incendie de la guerre de 30 ans. Donc maintenant, nous pénétrons dans les caveaux du château. Donc c'est une partie du bâtiment qui a été restaurée par les amis du château dans les années 70.
Donc avec ces caveaux, on a la particularité qu'ils ont été aménagés en 2 fois. Enfin, ils ont été construits en 2 fois. Sur ma gauche, le mur d'enceinte, qui est particulièrement épais, qui était le mur d'enceinte initial, et cette partie a été ajoutée un peu plus tard. Donc, et aujourd'hui, c'est un lieu qui est utilisé par les associations, qui a été utilisé dans les années 80 pour y faire des festivités d'été. C'était un lieu de fête ici. C'était un lieu de fête ici. Donc dans les bâtiments voisins, dans les salles voisines, c'était la même chose. Donc c'était dans les années 80, ça laisse quelques souvenirs intéressants aux anciens luthorgeois de ces fêtes patronales bien arrosées. Ok, donc l'histoire récente s'ajoute à l'histoire séculaire. C'est ça. Et en continuant de nous promener dans les soubassements du château, nous arrivons devant un lieu très symbolique. Tout est d'époque avec le Pilier de justice. Le pilier de justice, où la justice était rendue au pied de ce pilier, qui est un élément relativement peu courant. Donc voilà, donc ça fait partie des caractéristiques du lieu. Même des symboles. Hein. C'est toujours symbolique, un pilier de justice. Ouais. On peut imaginer tout ce qui s'est passé ici. Il est temps maintenant d'aller découvrir les hauteurs du château et par la même occasion, le gîte qui permet de donner une nouvelle vie à cet édifice historique. Vous voyez, là on change de décor. Hein. Ce qu'on trouve intéressant, c'est que cette photo est prise de l'endroit où on est, avant travaux. Ah ouais. Donc voilà. C'est important de préciser que vous n'avez rien dénaturé. Ouais. Vous avez construit là où il n'y avait rien pour pouvoir faire cet espace d'accueil. C'est ça. C'est ça. Donc, dire, oui. on a conservé les murs. On a monté des piliers qui s'appuient jusqu'à moins 14 mètres pour ne pas avoir besoin de s'appuyer sur les murs parce qu'on avait un doute sur la tenue des fondations. Oui. Donc c'était des travaux un peu particuliers. Ok. Et la cheminée alors c'est une cheminée qui était appuyée sur un mur au 2e étage. D'accord. Et qu'on a déposé et qu'on a reposé ici comme ornement. Hein. Elle n'a pas de vocation à chauffer, mais voilà. Donc, elle est belle quand même. Elle est belle quand même. Très belle. Elle est belle quand même. Et encore en pierre de Jaumont. Donc voilà, donc pièce de vie qui peut accueillir 20 personnes avec une cuisine équipée. Et puis je vais aller vous montrer le puits d'origine. Hein, donc le puits du XIIIe siècle. Donc ça c'est le puits d'origine. Hein, alors il était endommagé puisqu'il restait plus qu'une demi-margelle. Ouais. Et on a donc confectionné l'autre demi-margelle pour mettre en valeur cet ancien puits. On continue la visite en empruntant le bel escalier qui permet d'accéder aux chambres. Le gîte, ouvert depuis l'été 2024, dispose de 7 chambres, pouvant accueillir jusqu'à 18 personnes. Les week-ends et jours fériés, il se loue uniquement dans son intégralité et pour un minimum de 2 nuits. En semaine, il est possible de réserver une seule chambre ou un étage selon les besoins. Un coin parfait pour un mariage, tout en accueillant les invités dans un cadre agréable à l'intérieur et historique à l'extérieur. Allez, on redescend maintenant et sur la grande terrasse, nous rencontrons l'un des membres de l'association des Amis du Château qui depuis des décennies œuvre à la restauration de cet édifice, une association créée en 1966. C'était les jeunes du village donc, qui ont retroussé leurs manches sous la férule de Cannibeckel et qui ont rebâti le château pierre par pierre et petit à petit. Et les Amis du Château, à l'époque, donc, eux, récoltaient les fonds grâce au comte de Salancy. Donc, c'est le but des Amis du Château, c'est l'entretien du château pour qu'il reste en bon état, pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà pour la présentation. Allez, maintenant, partons faire un tour à l'intérieur. Bon, alors vous découvrez les pièces qu'on a rénovées complètement. Ouais. Parce que notre idée, c'est de faire vivre le château. Ouais. Donc pour faire vivre le château, il faut quand même que ce soit accueillant pour les gens. Donc on a fait plâtrer les pièces parce que plâtrer on ne sait pas faire, donc c'est une entreprise qui a fait ça. Ouais. Et on a tout repeint en blanc et on peut faire comme ça des expositions photos qui ont lieu tout l'été chaque année. Et là, contrairement aux autres pièces qu'on a découvertes tout à l'heure avec Paul-André,
On est dans une partie plus 18e ici. Hein. Ça, c'est une partie qui a été rajoutée au château féodal au XVIIIe siècle. C'est des pièces de vie qui ont été montées au-dessus des douves du château, Ok. accolées à l'ancien château fort. Et c'est pour ça qu'il y a des cheminées donc, du XVIIIe siècle. Les poutres qui maintenaient un plancher avec du latis. Ouais. Et bon, l'Amicale des Jeunes à l'époque a refait une dalle en béton sur les poutres. Ça a été plâtré, raison de sécurité, puisque Toujours. Ouais. c'est toujours anti-feu, ça retarde le feu, le plâtre. Ouais. Et puis nous, on a peint en blanc pour que ce soit beaucoup plus beau. Parce qu'un tableau sur un truc noir, ça, Ah bah oui. faut que ce soit lumineux. Et puis un mur noir, c'est pas 18e. Voilà. En plus, hein. Puis au XVIIIe siècle, je pense pas que c'était peint en blanc. Non. En Mais- général, c'était les tapis au Non, mur encore. mais là, c'est très simple et c'est beaucoup plus lumineux pour accueillir des expos photos. Bon, et pour vous donner une petite idée, voici à quoi pouvait ressembler ce lieu au XVIIIe siècle, même si cela ne reste qu'une supposition. Bref, une visite passionnante, et pour les amateurs d'aventure et d'énigmes, les pièces supérieures sont devenues le théâtre d'un escape game, où les secrets et les mystères ne manqueront pas d'immerger les aventuriers d'un jour dans l'histoire de la malédiction des barons. Il est temps maintenant de prendre une pause, et ça tombe bien, juste à côté du château, un lieu de restauration, mais aussi de service, a été installé il y a quelques années, avec également un service postal ou encore un espace de coworking à l'étage. Mais ce qui nous intéresse à cet instant, c'est bien l'espace de restauration, un lieu convivial où les habitants du village, mais aussi les alentours, peuvent se retrouver tout au long de la journée. Alors c'est un restaurant cuisine traditionnelle, un peu atypique effectivement parce que en fait on fait des pots de pain et on fait bar café. Alors au départ le projet ça avait été d'ouvrir une boulangerie, plus un dépôt de pain parce qu'effectivement la boulangerie a fermé au moment du Covid et donc au départ c'était prévu une boulangerie. Et donc en fait moi avant j'étais l'employé et j'ai décidé de reprendre l'aventure mais en me tournant vraiment sur la restauration. Après la petite pause, on reprend la visite, direction maintenant l'église paroissiale Saint-Pierre où nous attend Raymond, le président du conseil de fabrique. Donc vous pouvez regarder l'éclairage de cette église qui est magnifique avec les vitraux. Ouais. C'est une église qui a plus de 100 ans, qui a été construite en 1882. Donc on a pratiquement 140 ans, plus de 140 ans. Quoi. Ouais. C'est une église qui a été construite pour agrandir, parce qu'il y avait une ancienne église qui était construite dans la partie arrière, qui allait du côté est à ouest, Ok. et celle-ci, l'entrée côté nord vers sud. D'accord. L'ancienne église était devenue trop petite, donc c'était avant 1882, quoi. Elle était trop petite. Donc la commune et le clergé à l'époque ont décidé de construire une nouvelle église. Elle est ouverte aux gens de passage parce qu'on est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il y a des gens qui viennent prier, se reposer au moment de leur passage à Lutange. Et les portes de l'église restent ouvertes tous les jours de la semaine. Elle est également ouverte pour faire des concerts. Ok. Des concerts, notamment des parents d'élèves qui font leur concert annuel à la fin de l'année, au mois de décembre. Donc on accueille ces gens-là. Elle n'est fermée à personne. Consacrée en 1882, cette église succède à plusieurs édifices antérieurs détruits. Une église du XIIIe siècle dont seule la tour-clocher a subsisté jusqu'en 1881, puis des constructions et agrandissements successifs en 1723 et 1752. Autrement dit, cette église, même si la construction que nous voyons aujourd'hui date de la fin du XIXe siècle, reste un témoignage vibrant de l'histoire du village. Bon, et maintenant il nous reste un lieu à découvrir. Il s'agit bien entendu de la Grande Antenne, qui est en fait l'un des émetteurs de radio et de télévision disséminés sur le territoire mosellan.
Sur la route, nous croisons un coq qui surplombe une maison et nous remarquons que ce coq tourne son derrière vers l'Allemagne. Un symbole qui rappelle la guerre de 1870 et la rancœur des Français pour les Allemands à l'époque. Mais revenons-en à l'émetteur qui se trouve à quelques centaines de mètres de là. Et avec une hauteur de 243 mètres, on la voit de loin. Et alors qu'on pensait avoir fini la visite, nous tombons sur toute une ribambelle de lutangeois et lutangeoises qui se sont donné rendez-vous au pied de cet émetteur pour une petite partie de pétanque. Et je ne résiste pas à l'envie de m'incruster dans l'une des deux équipes pour une petite partie de boules où, semble-t-il, je n'ai pas démérité. Et voilà donc pour cette découverte du village de Lutange, un village où l'histoire a encore toute sa place et qui pourtant est tourné vers l'avenir, et un village où la bonne entente, la bonne humeur et la bonne franquette sont visibles à chaque coin de rue. On quitte Lutange, direction notre prochaine étape. Mais en Moselle, même les trajets ont quelque chose de divertissant. Car ici, on ne passe jamais à côté de rien. D'abord, sur la route, il y a Walligator Park, niché entre les arbres et les cris de joie. Un parc d'attractions bien connu dans la région, avec ses montagnes russes et ses manèges familiaux. Un endroit où l'on peut faire le plein de sensations fortes. Et c'est pas fini, parce que à quelques minutes de là, il y a aussi Pokéland, qui vous propose de grimper dans les arbres, de sauter très haut, de glisser sur l'eau et même de plonger dans l'eau. Avec ses 30 activités en pleine nature, acrobranche, tyrolienne, waterjump, le parc est devenu une escale prisée pour les familles comme pour les aventuriers du dimanche. Et puis, comment ne pas évoquer le zoo d'Amnéville ? Un véritable monde animalier aux portes de Metz, où plus de 2000 animaux sont ici soignés et préservés. Bref, ici, entre deux villages, on peut faire un peu le tour du monde. Et c'est ça aussi la Moselle, un territoire où l'on ne s'ennuie jamais. Allez, on arrive maintenant à la deuxième étape de notre voyage au pays des beaux villages. Deuxième étape sur la route des beaux villages en Moselle, nous sommes à Ailly-sur-Moselle, un village de l'ouest du département qui, encore une fois, nous réserve beaucoup de surprises. Allez, on va aller découvrir tout ça. La commune d'Ailly-sur-Moselle est un endroit paisible, au bord de la Moselle, comme son nom l'indique. Un village où le patrimoine est important et recouvre plusieurs époques. Mais c'est aussi une commune dynamique, avec une gamme de commerces qui permet aux plus gourmands d'être bien servis. Et pour se dépenser, après la digestion, il y a de quoi faire aussi. Terrain de foot et de tennis, extérieur et intérieur, mais aussi city-stade pour les plus jeunes. Après la petite promenade en solo, direction maintenant la mairie pour aller retrouver Madame la maire qui, malgré une lourde chute à vélo il y a quelques semaines, a tenu à être présente pour nous parler de sa commune. Ailly-sur-Moselle, village de 1600, un petit peu plus habitants, voilà, situé sur la rive droite de la Moselle. Une situation qui est intéressante puisqu'on est très proche des axes, des grands axes, mais en même temps on est sur la rive droite, un peu plus verte, un peu plus, voilà. On est resté un village, petit village. On a pas mal d'étangs, de beaux coins de balade. On a déjà 3 restaurants qui fonctionnent bien au centre, en plein centre, et puis d'autres commerces. On a une belle gamme de commerces. Une belle gamme de commerces en effet, au cœur du village, mais aussi un tout petit peu plus loin. L'Ayotte, c'est un pari aussi ambitieux que réussi. Entièrement géré par un collectif d'agriculteurs de chez nous, l'Ayotte propose des produits issus des exploitations agricoles locales. Une recette basée sur la proximité et le circuit court qui a séduit une large clientèle. Ici, des fruits, de la viande, des œufs, des légumes, du fromage, bref, que des produits locaux et une qualité au rendez-vous, celle du terroir local.
Le produit appartient au producteur jusqu'à la caisse. Une fois par mois, le premier jeudi du mois, les producteurs sont payés sur ce qu'ils ont vendu. Ils laissent une commission, en fait, une commission au magasin, mais le magasin est le pendant de leur exploitation. À Ailly-sur-Moselle, la proximité est importante pour les produits du terroir, on vient de le voir, mais aussi pour les habitants et les nombreuses associations qui se sont constituées et qui participent à la vie locale et aux nombreuses festivités organisées ici tout au long de l'année. Quelques exemples des grands rendez-vous annuels de la commune avec Nadia Descartes, adjointe au maire. C'est un village vivant de par son histoire, mais c'est aussi un village qu'il faut rendre attractif. Il faut attirer les habitants et qui participent à la vie de ce village. Et on essaye de faire des fêtes et cérémonies un peu atypiques. Je ne vais pas parler de toutes les fêtes, mais il y a, par exemple, au mois de janvier, on fait une marche gourmande d'hiver. Et Ailly fait encore la fête. Alors c'est 3 jours de fête. Un premier jour, c'est une soirée cabaret. Un deuxième soir, c'est une fête de la bière, parce qu'on a aussi ici une brasserie. Et puis le dimanche, on fait une marche d'été avec un après-midi guinguette. Sans les associations, on ne pourrait rien faire et toutes les associations participent à la vie culturelle et puis aux animations de la commune. Concernant l'histoire et le patrimoine, là encore, il y a de quoi faire pour satisfaire les curieux et les passionnés. Si l'existence du village remonte au moins à l'Antiquité, une grande partie du vieux bâti, antérieur au XVIIe siècle, a été détruit plusieurs fois au fil de l'histoire. Au XVe siècle, le village est entièrement détruit par le bailli du Luxembourg. Au siècle suivant, le village souffre de fortes rivalités avec les Messins, puissante ville libre d'Empire. Arrive ensuite le XVIIe siècle et les saccages et massacres durant la terrible guerre de 30 ans. Et un élément de patrimoine en particulier reste de cette époque. Et c'est juste en dessous de celui-ci que m'attend Christian, passionné d'histoire locale. Nous avons donc d'anciens monuments comme la croix qui est derrière nous. Donc cette croix est une des croix les plus anciennes du pays messin. Elle date de 1624 et on l'appelle donc la croix de la peste. On est en pleine guerre de 30 ans. On est en pleine guerre de 30 ans. Donc le village a été reconstruit et après les guerres, il a retrouvé sa sérénité et il faut savoir quand même que le village était un des villages les plus importants au nombre d'habitants du canton de Vigy. Par rapport à Gondange, jusqu'à l'avènement de la sidérurgie, le nombre d'habitants du village d'Ailly était plus important que celui d'Agondange. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci. Bon, ça fait 2 fois qu'on parle de la guerre de 30 ans, qui semble avoir eu un impact considérable sur la région. Déjà le château de Lutange, et maintenant Ailly-sur-Moselle. Mais c'est l'ensemble de la Lorraine qui est touché de plein fouet par ce conflit majeur du XVIIe siècle en Europe. C'est donc le moment de donner une explication sur cette fameuse guerre de 30 ans. De 1618 à 1648, l'Europe s'embrase dans une guerre sans précédent. Né en Bohême d'un conflit religieux entre princes protestants et l'empereur catholique Ferdinand II, le conflit devient européen quand le Danemark, la Suède et la France s'allient pour affaiblir les Habsbourg. Richelieu et Louis XIII craignent un empire trop puissant, encerclant la France au nord, à l'est et au sud. La France, encore bien différente de celle d'aujourd'hui, n'entre officiellement en guerre qu'en 1635, après avoir réglé ses propres tensions internes. Mais dès 1627, les ambitions françaises se heurtent à la Lorraine, car la route stratégique vers le Rhin passe par les terres du duc Charles IV, fidèle à l'Empire. Les 3 évêchés de Metz, Toul et Verdun sont déjà sous le contrôle français depuis près d'1 siècle. Pour la Lorraine, la guerre n'est pas une succession de grandes batailles, mais de souffrances quotidiennes, avec des pillages, des maladies et la famine. Les soldats, souvent mercenaires, vivent sur le dos des populations, brûlent les récoltes et les villages. La peste et la disette vident des campagnes entières. Les traités de Westphalie en 1648 mettent fin au conflit
Mais la France poursuivra la guerre contre l'Espagne jusqu'au traité des Pyrénées en 1659. La Lorraine et plus globalement toute la région mettront des décennies à panser leurs plaies et à se relever de ce terrible conflit qu'est la guerre de 30 ans. Voilà pour cet explicatif. Maintenant, retour à Ailly-sur-Moselle pour la suite de la visite. En termes de patrimoine bâti, malgré les guerres qui succèdent à la guerre de 30 ans, notamment la guerre de 1870 et les guerres mondiales, il reste de beaux éléments du XVIIIe siècle, comme ce moulin construit sur la Moselle en 1748. Et à l'intérieur du village, anciennes et récentes bâtisses se côtoient au fil des rues. Et comme pour chaque village, il me tient à cœur de faire un passage par l'église. Dédiée à Saint-Barthélemy, cette église datant de 1818 est reconstruite en 1876. De style néo-gothique, elle abrite un vrai bijou de patrimoine qui plaît notamment aux mélomanes. Son orgue, construit en 1895 par les facteurs d'Hallstein et Erpfer. Et puis, dans le village, il y a une maison bien particulière, la résidence Valentin. Et son histoire est assez étonnante, je vous raconte. Cette belle et grande maison est construite durant le XVIIIe siècle, à l'époque de la Révolution française. Bien plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, la maison est réquisitionnée pour loger des officiers allemands. Elle est ensuite rachetée par un habitant de Talange, une commune voisine. Et le nom de cette résidence, on le doit au fils de ce nouveau propriétaire, un instituteur qui répond au prénom de Valentin. C'est ensuite la fille de cet instituteur, bien plus tard, qui souhaite vendre la maison. Mais elle refuse de la céder à un promoteur qui souhaite tout détruire pour construire un bâtiment collectif tout neuf. Non mais franchement. Finalement, la maison est vendue à la commune. Elle est ensuite réaménagée avec notamment une bibliothèque pour petits et grands et un grand parc ouvert au public. Enfin, la maison est ensuite cédée pour 1 € symbolique à la communauté de communes avant de devenir une résidence senior, comme nous l'explique Jean-Marc Federspiel, adjoint au maire. Donc il y a 8 à 9 logements seniors et nous donc on conserve deux secteurs pour créer des parallèles avec ces seniors. Donc la bibliothèque qui comporte aujourd'hui 7000 ouvrages et le club des anciens. Et on garde également le parc. Dans ce parc, on réalise fin juin quelques activités comme le feu de camp qui est animé par un conteur. On va se balader un petit peu dans le village et quelquefois on fait également des petits concerts musicaux parce que le tissu associatif est fondamental pour une commune et ce qui permet aussi à cette commune de mettre en place des activités diverses pour toutes les catégories d'âge de la population. Un projet qui fait donc office de trait d'union entre hier et aujourd'hui et qui, en plus, a permis de sauver cette maison de près de 250 ans. Encore une visite d'un village qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur le tissu rural du département mosellan, mais aussi sur l'histoire qui l'a façonné. Et voilà donc pour cette découverte de ce bourg rural Ailly-sur-Moselle qui porte bien son nom puisque ce village borde la rivière Moselle qui se trouve juste derrière moi. Allez, on enchaîne maintenant. Le programme de découverte est loin d'être terminé. Il y a un plaisir qu'on oublie parfois, celui de quitter les grands axes pour emprunter les petites routes. En Moselle, ces chemins tranquilles nous mènent à travers champs, forêts et vallons. Et les paysages sont magnifiques. Voilà le vrai bonheur des routes de campagne. Ce qui est génial quand même quand on tourne ce genre d'émission, c'est qu'on se rend compte à quel point les villages sont vraiment plein de surprises. Il y a de ce patrimoine de proximité extrêmement important dont on parle peu, trop peu, et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous le montrer.
Et le programme est loin d'être fini, donc les surprises aussi. Pour rejoindre le prochain village de notre parcours, nous passons à 2 pas de la métropole de Metz, une ville où l'histoire fait littéralement partie du paysage. Musée à ciel ouvert, la ville de Metz est notamment connue pour sa pierre de Jaumont, pierre jaune qui reflète les rayons du soleil. Et les édifices construits avec cette pierre participent au charme historique de cette cité bimillénaire. Regardez par exemple cette sublime cathédrale de style gothique flamboyant, la cathédrale Saint-Étienne, un véritable joyau de patrimoine. Et quand on parle d'histoire à Metz, c'est aussi pour son musée, la Cour d'Or, dont les collections couvrent plus de 3000 ans d'épopées humaines régionales. Autre musée incontournable du pays messin, le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion, situé à Gravelotte, une commune terriblement marquée par la guerre qui secoua la France à la fin du XIXe siècle, lorsque l'empire de Napoléon III s'écrase contre la Prusse. Et les guerres suivantes ont elles aussi marqué le territoire, avec de nombreux forts militaires qui jalonnent le pays messin et qui permettent de mieux comprendre le passé mosellan, comme ici avec le fort Wagner à Verny. Allez, revenons maintenant dans le présent, puisque nous arrivons au 3e village de notre parcours. À 2 pas de Metz, au cœur de la métropole messine, Ventoux est un village paisible qui accueille aujourd'hui un peu plus de 900 habitants. Des habitants qui portent aujourd'hui fièrement, depuis 2008, le nom de Ventousiens et Ventousiennes. Et on va aller découvrir tout ça. Partons donc à la découverte du territoire des Ventousiens et Ventousiennes, un gentilé dont nous reparlerons tout à l'heure. Pour commencer, je vais rejoindre le maire de la commune, Antoine Dor, qui va nous guider tout au long de notre visite. On est un village aux portes de Metz, donc à 6 km du centre-ville, ce qui est appréciable, et on a l'impression d'être dans un village justement. On retrouve l'effet village, le parc, le ruisseau, les animations, enfin tout simplement l'esprit village qu'on essaye de remettre en place. On fait partie des villages où il fait bon vivre, donc déjà c'est un des critères. On a été sélectionné parmi les 36 000 communes de France. Ventoux traverse les siècles depuis au moins le XIIe siècle, date à laquelle il apparaît pour la première fois dans les écrits. Le village dépend alors du Saulnois et de la seigneurie de Metz. Et l'ancien maire de Ventoux, Claude Bellet, apprécie particulièrement cette histoire millénaire qui s'est inscrite ici. Et c'est au pied de cette chapelle romane que nous le retrouvons. Cette chapelle n'a jamais été en fait une église, elle a plutôt été toujours un lieu de prière. Donc là nous sommes au 11e et puis les années passent et on arrive à une des grandes périodes qui a marqué la vie du village, c'est la vigne. Pendant très très longtemps, Ventoux a été un village vigneron. Donc c'est une grande époque qui s'est achevée quand le phylloxéra a détruit la plupart des vignes dans les années au milieu du 19e siècle. L'autre événement fondamental de cette petite commune, c'est qu'elle a été le foyer d'une communauté juive extrêmement importante. Dans les années 1830-1840, la communauté juive dépassait en nombre la communauté catholique. Pour une raison très simple, c'est que les juifs éternellement pourchassés à travers le monde étaient d'abord venus d'Allemagne, du Palatinat, puis s'étaient beaucoup installés à Metz, mais Metz aussi a souhaité un peu les écarter, donc ils sont retournés vers ce qu'il y avait de plus proche en fait de la ville pour s'installer ici et former une communauté donc très très importante, d'ailleurs qui n'a jamais posé le moindre problème entre les deux communautés. Quand le dernier couple de juifs du village, deux frères, Estelle et Raphaël Jacob, après avoir fui les nazis pendant la guerre, sont revenus pour s'installer à Ventoux. Ils tenaient une petite épicerie et ils sont morts quelques années plus tard, donc dans les années 1950, mettant un terme définitif à la communauté juive en tant que telle, quoi. Ce passé démographique et religieux a laissé son empreinte sur la commune. Cimetière israélite datant du XVIIIe siècle ou encore ancienne synagogue, aujourd'hui disparue, le patrimoine raconte l'histoire du village.
Jusqu'à récemment, les habitants de Ventoux étaient surnommés les Vandales. Un clin d'œil historique au peuple vandale qui serait soi-disant passé par là avant de s'y installer au 5e siècle. Baliverne, selon Claude Bellé, à l'origine d'un référendum en 2008 pour trouver un nouveau gentilé aux habitants de la commune. Ça ne reposait sur aucun fondement puisque, comme tous les autres conquérants, les Vandales n'ont fait que passer et à aucun moment ne se sont installés pour donner souche à éventuellement une population qui s'appellerait les Vandales. Donc on a corrigé ça quelques années plus tard, même bien longtemps après, en adoptant au conseil municipal, après avoir consulté la population, le nouveau gentilé, enfin le nom des habitants de Ventoux, qui sont devenus officiellement des Ventousiens. Vu le caractère un peu délicat du terme vandale, on a préféré s'en débarrasser, mais on s'en souvient. Mais au-delà de son histoire, Ventoux, c'est également un village dynamique, où le bien-être rime avec convivialité. En 2022, la vie de la commune a retrouvé un souffle avec Eva et Ben, les propriétaires du caveau à Ventoux. Ils ont voulu faire de ce lieu un vrai point de rencontre, et si déjà lors de l'ouverture le lieu était plein, il ne désemplit pas depuis. Alors forcément, on s'est arrêté boire un petit panaché avec le maire. Le caveau, c'est vraiment le lieu de vie sur Ventoux, c'est le lieu intergénérationnel. On a vraiment tous les âges qui s'y côtoient tout au long de la journée. On essaye d'organiser plein de choses pour les gens de la commune et des communes environnantes. On fait des ateliers, des conférences, des soirées animées, des jeux. On essaye de faire vivre le village et que tout le monde soit heureux parce que il faut du bonheur dans la vie des gens et nous on est là pour ça. Donc et ils nous le rendent bien. Avant tout, l'art et l'architecture ont aussi leur place. L'ancienne école du village, construite dans les années 1950, ne passe pas inaperçue. Sa structure métallique, ses lignes épurées, ses panneaux modulables, tout ici porte la signature du célèbre architecte et designer Jean Prouvé. Longtemps fermée, cette école a trouvé une seconde vie. Elle accueille aujourd'hui la galerie Nathan Chiche, un lieu d'exposition original géré par Bernardo. Et on le retrouve devant ce bâtiment singulier. La rencontre est de type presque culturel. Les arts sont nombreux, dont l'architecture, les arts plastiques. Donc quand Nathan Chiche a repéré ce lieu, c'est venu presque comme une évidence. Quelque part, une galerie comme une école. Ici, on était dans une école dessinée par Jean Prouvé, ont pour but la transmission de la culture. Donc, les lignes convergeaient. Et pour les enfants, une nouvelle école a été construite à quelques centaines de mètres de là, avec des salles de classe vides actuellement puisque nous sommes en plein été au moment où nous tournons ces images, mais durant l'année scolaire, ce sont pas moins de 140 enfants qui viennent ici chaque jour, soit en salle de classe, soit dans le jardin potager pédagogique installé dans la cour. Et quand les enfants ne sont pas en classe, ils peuvent profiter en famille de nombreux espaces verts, parcs et jardins, aménagés pour les enfants ou pour les simples promenades aux quatre coins du village. Des espaces verts et des chemins qui évoluent avec, par exemple, ce chemin qui longe le ruisseau jusqu'aux communes voisines. Et avec une commune qui se développe au fur et à mesure du temps qui passe, les amateurs de marche et de vélo vont pouvoir profiter de parcours où se mêlent le patrimoine ancien, comme ce beau lavoir et ces maisons vieilles de parfois plusieurs siècles, et les lieux de verdure paisible. Ici, en fait, c'est le bien-être avant tout. Je sais, le jeu de mots est facile, mais avant tout, il est vrai malgré tout. Avec ses ruelles tranquilles, ses monuments préservés et son histoire plurielle, Ventoux offre un véritable voyage dans le temps. Ce village, en fait, raconte une histoire singulière à découvrir aux portes de Metz. Depuis Ventoux, notre route se poursuit vers le nord-est du département. Direction le prochain village, niché à quelques kilomètres de Creutzwald, un territoire qui fut pendant longtemps un haut lieu de l'industrie charbonnière française. C'est en 2004, ici même, sur le site de la Houve, qu'a été fermé le tout dernier puits de charbon en France. Un moment historique, à la fois discret et symbolique, qui marquait la fin de plus d'un siècle et demi d'exploitation minière. Ce territoire que nous traversons aujourd'hui porte encore les traces de cette grande épopée ouvrière.
les chevalements, les cités minières, les souvenirs. Un passé lourd de labeur, emblématique d'un quotidien révolu où les familles étaient soudées autour du rythme de la mine. Et le village où nous nous rendons maintenant n'a semble-t-il pas oublié cette partie de son histoire, même s'il a beaucoup évolué depuis. Nous sommes à Ham-sous-Warsberg, au nord-est du département de la Moselle, une commune de près de 3000 habitants, avec, vous allez le voir, beaucoup de patrimoine, mais aussi beaucoup de nature et de belles surprises. Et on va aller découvrir tout ça. Niché au cœur de la Moselle, entre Forbach et Boulay, ce village de plus de 2900 habitants offre un cadre de vie paisible entre nature, patrimoine et convivialité. Membre de la communauté de communes du Warmt, il conserve une identité forte, marquée par son histoire minière, mais aussi par son patrimoine de proximité et la nature omniprésente. Et comme toujours, j'ai rendez-vous avec le maire de la commune. Il a grandi ici, alors cette commune, il la connaît comme sa poche depuis son enfance. On est déjà alors une belle commune, on est commune nature d'ailleurs, on est ici lauréat des trophées de l'eau et commune nature, donc on est là vraiment pour préserver l'environnement et surtout la biodiversité. On est aussi idéalement placé, hein. on est sur un axe entre Creutzwald et Boulay, donc voilà quoi, c'est pas une ville dortoir, c'est vraiment une ville très très animée et puis voilà quoi, aujourd'hui elle compte 2926 habitants. Ici, les installations de la vie quotidienne sont nombreuses. Il y a bien sûr les écoles qui participent aussi à la vie quotidienne, mais il y a également de nombreux éléments qui racontent l'histoire du village. Des éléments de patrimoine qui ponctuent les rues et les ruelles. Et certains, plus imposants, rappellent bien sûr le passé minier de ce territoire, comme cette immense reproduction de la grotte de Lourdes, avec d'un côté la Vierge, bien évidemment, et de l'autre côté Sainte-Barbe, que les mineurs avaient adopté pour assurer leur protection contre les explosions et les coups de grisou. Et restons dans le patrimoine religieux. La commune s'est lancée dans un grand chantier de restauration des 9 calvaires présents sur le territoire communal. Un projet auquel les habitants ont largement contribué grâce à une souscription qui a récolté plusieurs milliers d'euros. Et le patrimoine religieux, c'est aussi bien sûr l'église Saint-Lambert, qui trône au cœur du village. À l'intérieur, les lignes sobres de l'architecture laissent toute leur place à la lumière et à la foi des habitants, comme nous l'explique Mélanie, membre du conseil de fabrique. Moi je trouve que quand on rentre dans cette église, on a une sensation de paix, on est là pour prier, on vient avant la messe, on discute entre nous, mais au moment où la messe commence, on prie. Tous les gens qui viennent d'ailleurs disent, chez vous, il y a une sensation de sérénité. Et alors ceux qui viennent à des enterrements, vraiment, ils disent, bon, on a une belle chorale. Ça joue aussi. Autre élément de patrimoine remarquable, le château de Warsberg. Aujourd'hui propriété privée, il est construit par-dessus une ancienne forteresse médiévale. L'imposant édifice a souffert des guerres, notamment de la guerre de 30 ans au XVIIe siècle qui ravage la région. Il sera ensuite en partie réaménagé au XIXe siècle. Mais Ham-sous-Warsberg, c'est aussi un écrin de verdure. Forêts, sentiers, étangs que nous découvrons maintenant. Là, c'est le lieu où toutes les générations peuvent se retrouver pour faire la fête. Oui, complètement. Hein. Donc, il y a un projet des pistes cyclables, 17 km de pistes cyclables sur la communauté de communes. Il y a 3,5 millions d'euros d'investissement qui sont faits par la communauté de communes. Moi, je suis vice-président en charge de suivre ces travaux-là. Et donc, elles passeront aussi, donc, là où c'est Gartin, elles passeront ici. On relie Ham à l'autre école et puis ça passera aussi par là. Tout ça sera aménagé vraiment pour découvrir tout le patrimoine. L'objectif, c'est la mobilité douce, de pouvoir se déplacer dans les commerces, aller à son travail, au collège, et ainsi de suite, à vélo. Et puis, voilà, de joindre l'utile à l'agréable, on va dire, ou l'agréable à l'utile. Surtout quand il y a des lieux naturels comme ça. Naturels, quoi. Ouais. Voilà, une école primaire et une maternelle au bout de ce chemin qui font leur sortie pédagogique, on va dire ici. Et pareil,
l'autre chemin, c'est ce qu'on appelait un village, âme cité, mais ça n'existe plus. Il y a aussi une école primaire et une école maternelle. Et puis les gamins, généralement, viennent se retrouver là pour... alors, ou passer du bon temps, ou leur faire du sport, et ainsi de suite. Ils font leur petit cross ici, machin, et s'aménagent. Et puis en même temps, ça leur permet de se restaurer à droite à gauche, quoi. Donc, tout à fait. Et de jouer en extérieur, ce qui à l'époque des écrans est d'autant plus important d'apprendre ça aux jeunes. Hein. Ça, c'est très très bien. La commune offre un environnement naturel riche, propice aux balades comme à la détente, mais aussi à l'observation de la faune sauvage. Quand vous avez cette visibilité-là, voilà quoi. Après, en période de nidification, me semble-t-il que c'est de mi-janvier à mi-juillet, justement. C'est marqué devant, sur mi-juillet. Donc là, il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a rien. Ouais. On respecte vraiment ça, quoi, pour pas déranger la faune, quoi. Et puis bon, après, les pêcheurs sont là de mi-juillet à fin d'année, ils peuvent pratiquer, quoi. Donc, chacun voilà, son tour, donc pour profiter de l'étang. Exactement, quoi, voilà. Et donc on a signé une convention avec l'APP de Creutzwald, qui aujourd'hui a ce pouvoir de police de gérer à ce que tout se passe bien. Et ça, c'est un étang qui s'est formé naturellement. Il y a des années en arrière avec les puits de mine. Hein. Vous savez qu'ici, la dernière mine de France était à La Houve en 2004. C'est juste topissime, quoi. Voilà, très bel endroit pour se ressourcer. On parlait de se ressourcer, ici c'est top. Ouais. Le lien avec la nature fait partie de l'ADN du village. La forêt, toute proche, est idéale pour la randonnée ou simplement pour s'aérer. À Am-sous-Warsberg, le passé et le présent cohabitent en harmonie. Entre son patrimoine vivant, son cadre naturel soigné, ses équipements modernes, mais aussi son patrimoine et ses habitants fiers de leur village, Am-sous-Warsberg a su rester fidèle à elle-même tout en avançant avec son temps. Et voilà donc pour la découverte de la commune de Am-sous-Warsberg, une commune dynamique qui évolue donc vers l'avenir, mais sans oublier son passé ni la nature qui l'entoure. On reprend la route et notre itinéraire nous mène maintenant encore plus à l'est du département de la Moselle. Notre prochain village est niché à quelques kilomètres seulement de Sarreguemines, capitale historique de la faïence, où un musée remarquable perpétue le souvenir de ce savoir-faire qui a fait la renommée de toute une région depuis le XVIIIe siècle. Ici, le décor change subtilement. Les forêts se rapprochent, la Sarre n'est jamais bien loin. On s'approche en effet de la frontière avec l'Allemagne. C'est d'ailleurs à 2 pas d'ici, dans la vallée de la Blize, que s'étend l'un des sites archéologiques les plus fascinants de l'Est de la France, le parc de Bliesbrückreinheim. Un lieu unique, à cheval entre la Moselle et la Sarre, où les vestiges celtes et gallo-romains racontent à ciel ouvert plus de 2000 ans d'histoire. Entre faïence, histoire et patrimoine naturel, vous allez voir que nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos surprises. Nous plongeons maintenant au cœur d'un territoire où chaque pierre semble porter la mémoire du temps. Nous sommes à Saint-Rincemin, en Moselle-Est, à quelques kilomètres de Sarreguemines. Une commune charmante d'un peu plus de 1200 habitants, avec énormément de patrimoine de proximité. On va voir ça tout à l'heure. Mais Saint-Rincemin, c'est avant tout une commune où la nature fait partie du quotidien, avec la Sarre qui traverse la commune, et cela donne de très jolis points de vue, comme ici par exemple. Allez, maintenant, allons découvrir tout ça. Charmant, paisible et pourtant bien vivant, ce bourg rural se situe dans le bassin versant du Rhin, à 2 pas donc de Sarreguemines et donc tout près de la frontière allemande. Une commune à taille humaine mais dynamique qui cultive son identité entre patrimoine, nature et modernité. Si vous regardez bien autour de vous, il est entouré de verdure. Il y a 5 massifs forestiers, la rivière, et puis un esprit très chaleureux au niveau des habitants. Il y a une dizaine d'associations qui cohabitent au niveau du village. On a de la gym, on a du cabaret, on a des arboriculteurs, on fait encore de l'eau de vie. Donc il y a encore un esprit de village.
Parmi les 10 associations très actives sur la commune, il y a notamment les boulistes, qui profitent aussi bien du soleil que des terrains de boules aménagés à côté du terrain de foot, lieu de rassemblement et de fête durant la période estivale. Et c'est ici que nous retrouvons David, premier adjoint au maire, qui nous rejoint pour la suite de la visite. Côté vie quotidienne, la commune est dotée d'une école maternelle, d'une école élémentaire et d'un périscolaire, mais aussi d'aires aménagées pour les plus jeunes et leurs familles. Et si vous souhaitez garder un petit souvenir fait main à Saint-Rincemain, n'hésitez pas à vous rendre chez Steph. Accessoires cousu main, carterie ou objets déco, tout est fait à la main et avec amour. Et enfin, pour les gourmands, il y a aussi le Kirchberg, restaurant réputé situé au cœur de la commune. Côté patrimoine, la commune a de quoi séduire. D'abord, l'église Saint-Cyriaque, bâtie en 1824 dans un style dit grange. Elle a récemment fêté son bicentenaire. Et bien sûr, le célèbre moulin de Saint-Rincemain, dont la roue continue de tourner paisiblement grâce au courant de la Sarre depuis le XVIIIe siècle. Mais pour les passionnés d'histoire, nous pouvons remonter encore plus loin. Si le village est mentionné au Moyen-Âge, d'abord sous l'autorité de l'abbaye de Wadgassen au XIe siècle, puis rattaché au duché de Lorraine à la fin du XIIIe siècle, les premières traces d'occupation humaine remontent ici à l'Antiquité. Dès le 1er siècle, d'importantes installations agricoles sont attestées et, pour les amateurs d'archéologie, une découverte en particulier attire les curieux au cœur de la forêt, en bordure du village. Une villa gallo-romaine, découverte en 1967 par un habitant et qui va attirer l'attention des archéologues. Une villa équipée d'éléments de confort caractéristiques de la culture romaine. Bains privés, salles de réception, décorations murales, autant de détails qui mettent en évidence la richesse des propriétaires de ces lieux il y a 2000 ans. Donc ici nous sommes dans le massif forestier du Grosswald et devant les vestiges de la villa gallo-romaine du Grosswald. C'est une villa de 900 m² qui a été habitée au courant du 1er siècle après Jésus-Christ. Elle a été récemment réhabilitée par la commune et une association, l'association de la villa gallo-romaine. Donc il y a d'importants travaux qui ont été financés par l'État, par la région et la Fondation du patrimoine et le département, bien sûr. Les vestiges, donc là c'est l'ensemble de la villa. On a des thermes. C'est alors une particularité de notre villa. Il y a très peu de villas qui ont des thermes encore aussi bien préservés que la nôtre. Mais Saint-Rincemain, ce n'est pas seulement les pierres anciennes et de bonnes adresses culinaires. La nature, elle aussi, est au cœur du charme local. On l'a vu, la Sarre traverse la commune, apportant fraîcheur et cadre naturel sympathique, propice aux promenades paisibles. Et ce n'est pas tout. On est dans une vallée où on a la Sarre, on est entouré de 5 massifs forestiers sur une superficie totale forestière de 270 hectares. On a l'eau, on a la forêt, on a les champs, tout ce qu'il faut pour être bien en fait. Autre trésor naturel, les pelouses calcaires qui bordent le village. Un espace sensible, fragile, mais d'une richesse exceptionnelle, aujourd'hui protégé et géré par le Conservatoire d'espaces naturels. On y trouve une grande variété d'orchidées sauvages. Là, on n'est peut-être pas la bonne saison, mais à partir du mois de mai, vous allez trouver une belle variété d'orchidées. Tous les ans, on propose, le Conservatoire des espaces naturels propose une visite, un petit parcours où on va découvrir les orchidées, les oiseaux, certaines plantes. Et l'été, juste à côté de là, les rives de la Sarre deviennent un terrain de jeu, notamment pour les plus jeunes. Pêche, baignade, balade à vélo, balançoire ou simple détente, qui a dit que les jeunes passaient tout leur temps sur leur téléphone? Ici, juste à côté de la ville, on est bien à la campagne et on y est bien. Et c'est au bord de l'eau que se termine cette visite de Saint-Rincemain, un village charmant où histoire, nature et vie quotidienne cohabitent chaque jour. Et voilà pour la découverte de Saint-Rincemain. Direction maintenant le sud de la Moselle, là où le massif des Vosges s'étend déjà à travers des paysages marquants. Ici, c'est d'abord la pierre qui frappe le regard.
le grès rose des Vosges, omniprésent à travers les bâtiments, mais aussi à travers la roche qui s'élève vers le ciel. Ici, la nature et le patrimoine ne s'opposent pas, ils se fondent l'un dans l'autre. En Moselle Sud, les lieux touristiques sont très nombreux et il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour ceux qui aiment les beaux villages et la randonnée, il y a par exemple Marsal, cité du sel façonnée par Vauban, et justement, dans la grande porte fortifiée du XVIIe siècle, vous pouvez visiter le musée du sel, cet or blanc qui a attisé la convoitise dès l'âge du fer, il y a 3000 ans. Mais dans la thématique des beaux villages, il y a aussi Fénétrange, avec son architecture médiévale remarquable, et aussi Saint-Quirin, classé parmi les plus beaux villages de France. Et impossible, bien sûr, de ne pas parler du rocher de Dabo et son église, construite là où se trouvait autrefois un château fort impressionnant, perché comme un phare sur son promontoire. Et pour les amateurs d'histoire et d'art contemporain, il y a aussi la ville de Sarrebourg, avec son musée étonnant, son patrimoine remarquable, et la chapelle des Cordeliers, bien sûr, où se trouve l'exceptionnel vitrail du célèbre artiste Marc Chagall, haut de plus de 12 mètres. Avec un territoire aussi beau, pas étonnant que les activités touristiques se soient développées ici, avec une multitude de choses à découvrir en famille ou entre amis. Il y a par exemple le train forestier d'Abrèche-Villers et ses mises en scène immersives et ludiques, mais aussi l'impressionnant plan incliné de Saint-Louis-Ars-Villers et ses visites sur l'eau, un lieu unique en Europe. Sans oublier 3 autres lieux qui allient nature, découverte et détente. Il y a bien sûr la zone de loisirs de Langat, avec un centre thermal et des lieux naturels propices à la déconnexion, mais aussi le parc animalier de Sainte-Croix, référence en écotourisme, reconnu parmi les plus beaux et prestigieux parcs animaliers de France et d'Europe. 130 hectares de nature préservée où l'on peut découvrir la faune européenne avec 1500 animaux de 130 espèces différentes. Et enfin, il y a aussi le Center Parks de Attigny, havre de loisirs au cœur de la forêt, où les activités proposées sont aussi vastes que le domaine. Voilà pour les différentes informations sur la Moselle Sud. Allez, maintenant, plongeons au cœur du dernier village de notre programme. Nous sommes à Walscheid, au sud du département de la Moselle. Un village magnifique qui nous réserve énormément de surprises et on va aller découvrir tout ça. Avec près de 38 km² de superficie, Walscheid est l'une des communes les plus vastes de la région, dominée par des reliefs vosgiens. Les lieux semblent regorgés d'histoire et de patrimoine, et honnêtement, je trépigne d'impatience d'aller découvrir tout ça en compagnie du maire, qui m'attend justement. Merci de m'accueillir. Bienvenue dans ce... Pour nous parler de son village, Michel Chibi, maire depuis 23 ans, veut nous emmener sur les hauteurs. Alors on le suit sur l'un des nombreux chemins de promenade et randonnée qui se trouvent autour du village, avec déjà de jolies petites choses à voir, comme cette petite fontaine qui borde le sentier. Et nous passons devant la grande statue de la Sainte Vierge qui veille sur le village. Et ce n'est que le début, car la vue qui s'offre à nous en bout de chemin est vraiment impressionnante. Donc là, on va découvrir ce magnifique panorama sur le village. Ah ouais, magnifique! Alors moi, je suis particulièrement fier de pouvoir vous présenter aujourd'hui ma commune. Vous voyez qu'on est dans un cadre naturel absolument somptueux. On est dans un cadre montagnard avec l'identité qui va avec. C'est le paradis de la randonnée, évidemment. Et puis c'est un village aussi avec un centre-bourg présent derrière moi, mais avec de nombreux hameaux qui sont disséminés autour sur les collines, parfois distants de plusieurs kilomètres du centre-bourg, ce qui n'est pas sans poser de problèmes dans la logistique pour mon administration. Mais voilà, c'est un village que je chéris, comme tous les habitants qui habitent ici. Et quand on découvre le village vu de là-haut, on comprend qu'il y a de quoi s'y plaire.
Après cette belle surprise, nous nous mettons en route pour aller retrouver notre deuxième guide pour cette visite de Walscheid, Jean-Marie, professeur à la retraite, mais surtout un passionné de son village dans lequel il habite depuis 1977. Et le lieu de rendez-vous qu'il nous a donné est loin, très loin d'avoir été choisi au hasard. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Tim. Merci d'être là. Quel plaisir de rapporter un peu de rayon de soleil ce matin. Ah, mais on l'a ramené dans la voiture. Ici, on est sur un lieu assez emblématique quand on parle de Walscheid. Ici, c'est bourré d'histoire. Absolument, absolument. Parce qu'ici, vous avez, juste derrière, vous aviez le hameau qui s'appelait dans le temps Dürrenstein. Oui. Mais depuis la soi-disant naissance d'un pape ici, Léon IX, le bourg a été rebaptisé Saint-Léon. Quand on voit derrière nous, juste quelques ruines du château dans lequel il serait peut-être né. D'accord. Voilà. Malheureusement, ce château a subi les affres de l'histoire, la guerre des paysans, les guerres de 100 ans, etc. Donc, il est tombé complètement en ruine. La famille, d'ailleurs, l'avait déserté pour aller construire un nouveau château du côté de Dabo. Pour vous donner une petite idée, tout en précisant que cela ne reste qu'une supposition, voici à quoi auraient pu ressembler ces lieux à l'époque du château, où serait peut-être né le petit Léon. Bon, et parlons un peu de ce fameux Saint Léon. Il est pape de 1049 à 1054, il y a donc quasiment 1000 ans. Ce souverain pontife incarne le renouveau de l'Église au XIe siècle. Réformateur infatigable, il parcourt l'Europe pour lutter contre la vente de charges ecclésiastiques et le concubinage des prêtres, deux pratiques qu'il condamne fermement. Il excommunie et dépose les clercs corrompus, impose en 1050 la trêve de Dieu pour limiter les violences seigneuriales et défend l'idée que les évêques doivent être avant tout des hommes de foi et non des fonctionnaires impériaux. Son action prépare en profondeur la réforme grégorienne qui marquera durablement l'histoire de l'Église. Allez, on reprend parce que le château n'est pas le seul édifice qui a disparu ici. Ici, une chapelle qui est détruite aussi. Oui. On ne voit plus rien. Elle a été reconstruite un peu plus bas, où il reste un pan de mur d'une chapelle qui, malheureusement, elle aussi a souffert. Mais là, c'était les intempéries, c'est un orage qui l'a foudroyée. Elle est partie complètement fumée. Il n'y a pas d'eau directement disponible. Oui, donc ici. pour l'éteindre, ça devait être compliqué. C'était compliqué, voilà. Donc les gens n'ont plus que constaté la destruction par le feu. D'accord. Et ça, c'était dans les années 50 ? En 1952. Oui. 1952. Ok. Voilà. Donc elle a été reconstruite, mais au bordure de route. Ouais. Ok. Ça devait être plus facile d'accès sans doute là où. Ah ben bien évidemment au bord de la route, avec une fontaine en face. En plus, donc comme ça en cas d'incendie, on pouvait l'éteindre plus facilement. Tout à fait. Oui. On peut s'approcher un peu de ce pan de mur ? Bien sûr. Venez, on va découvrir en même temps un magnifique panorama sur le village. Encore un. Ah bah là on voit un petit peu plus donc ce pan de mur magnifique. Voilà, donc c'est ce qui reste, juste le milieu, c'était la porte d'entrée, l'hôtel qui a été remis en face, etc. pour structurer un peu tout ça. Donc, et puis au-dessus, donc vous avez une représentation du fameux pape Léon IX. Voilà. Léon IX, Saint-Léon, c'est la star ici. On est fiers. C'est le seul pape. C'est le seul pape local. C'est le seul pape lorrain de l'histoire. Oui, voilà, et puis qui a été très réformateur aussi au niveau de l'église, donc c'est quelqu'un qui a laissé sa trace. Et là, on doit faire une pause, parce que je viens de dire une chose qui a dû faire bondir nos voisins alsaciens. Attendez, je vous remets l'extrait. C'est le seul pape lorrain de l'histoire. Aïe aïe aïe. Effectivement, les Lorrains se plaisent à dire que Saint-Léon est né ici, à Walscheid, ou encore à Dabo, à quelques kilomètres, donc, quoi qu'il en soit, en Lorraine. Mais les Alsaciens revendiquent le fait que le petit Léon, futur pape Léon IX, est né à Egisheim, en Alsace. Ce ne serait donc pas un pape lorrain, mais un pape alsacien. Ah mais attends, il y a 1000 ans, Dabo faisait partie de l'Alsace. Oh, c'est compliqué. Alors, où est vraiment né Léon IX ? Personne n'en sait rien, mais comme je suis lorrain et un peu chauvin, je pars du principe qu'il est né quelque part en Lorraine. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Allez, trêve de controverse, reprenons la visite. On a un panorama à voir, et j'aime les panoramas. Donc on voit toute la
Toute le la village, vallée de la toute la vallée, Pèvre, ouais. avec les premiers affluents qui la rejoignent, donc avec tous ces petits vallons qui partent un peu en étoile autour du bourg central. Du haut de notre promontoire rocheux, planté devant un magnifique calvaire du XVIIIe siècle, Jean-Marie me montre certains éléments qui composent le cadre naturel de la commune, notamment le plan d'eau, qui permet aux habitants de se baigner durant l'été tout en profitant d'un lieu paisible. Un cadre parfait pour venir se reposer après une longue randonnée. Et ici, il y a de quoi faire en la matière. On a constitué autour du village tout un réseau de sentiers pédestres. Oui. Voilà, donc toujours avec les associations locales, parce qu'on a un monde associatif assez dense, assez riche. Ouais. Et donc chaque assoce a pris en charge la constitution, la définition d'un tracé d'un sentier. Et donc il y a comme ça 9 sentiers qui tournent autour du village, certains très courts, d'autres beaucoup plus longs, qui nécessitent une journée de marche, et d'autres pour une demi-heure. Une commune pleine de surprises, installée donc dans cette vallée. Et même sur l'évolution géologique des lieux, Jean-Marie est intarissable. Quand je vous dis qu'il est passionné par son village. La vallée que nous utilisons, enfin que nous occupons avec Walscheid, c'est une vallée finalement qui s'est creusée à la naissance du massif vosgien. D'accord, par l'érosion donc. Par l'érosion dans des dépôts alluvionnaires qui datent de millions d'années. D'accord. Ce qui fait que c'est ce fameux grès rose, avec des cailloux dedans, alors qu'on l'appelle conglomérat. Et donc, avec le soulèvement des Vosges, les glaciations, ça a creusé ces vallées. Un panorama exceptionnel, duquel nous n'avons pas envie de partir. Mais bon, on a encore pas mal de choses à découvrir. Alors, on reprend notre marche. On reprend les chemins de randonnée qui sont vraiment partout. Nous parlions il y a un instant du patrimoine naturel, dont on vient de découvrir une partie. Mais il reste encore la grotte de Walscheid à voir. Un lieu étonnant, mais dont le nom n'est pas une surprise, puisqu'elle s'appelle la grotte Saint-Léon, bien sûr. Il s'agit de la plus profonde du massif des Vosges. Formée par l'érosion au fil des millénaires, elle mesure 32 mètres de profondeur, 24 mètres de large et jusqu'à 8 mètres de haut. Autrement dit, un véritable palace naturel. Avec de tels trésors, pas étonnant que des humains se soient installés ici, et depuis très longtemps, comme le prouve le cimetière qui a plus de 2000 ans. Ce cimetière gallo-romain, niché à la lisière de la forêt, de l'autre côté de la vallée, est le seul vestige du village qui se trouvait ici à l'époque des peuples médiomatriques, Leucs ou encore Trévire, Rorac, Sécane, autant de peuples qui habitaient autrefois la région. On y découvre des stèles funéraires en forme de maison, héritage d'un rite celto-romain du 1er siècle, donc 1000 ans avant la naissance du petit Léon, pour vous donner un point de repère temporel tout en restant dans le thème. Nous partons maintenant à la découverte du patrimoine qui se trouve à l'intérieur du village. Nous passons devant la chapelle Marie Médiatrice d'Eigenthal et, bien sûr, nous nous arrêtons à la nouvelle chapelle Saint-Léon, construite dans les années 50, avec un intérieur quasi neuf, puisque les habitants et la municipalité ont restauré l'ensemble du lieu il y a quelques années avec le conseil de fabrique. Et, clou du spectacle en termes de patrimoine religieux, nous nous rendons maintenant à l'église de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, une église du XVIIIe siècle réaménagée en 1836, qui se trouve au cœur du village. Une église étonnamment grande, elle peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Sa décoration d'un style néo-baroque en met plein les yeux. Une église construite en plusieurs phases, comme nous l'explique Jean-Marie. Elle date de 1764 pour la construction de la partie qui est devant nous là, en ce moment. Et à partir de là, où je suis, quand je recule d'un pas, je suis dans une partie nouvelle qui a été rajoutée au début du siècle dernier. Les travaux ont commencé en 1913, donc pas de chance, juste un peu avant la Grande Guerre. Et donc les travaux ont été interrompus. Et l'église, figurez-vous, a servi d'hôpital militaire, mais aussi bien pour les Français qui étaient d'un côté que pour les Allemands de l'autre côté. Il n'y avait pas de ségrégation. Il y a pratiquement 1000 places assises tranquillement et ce qui se prête donc bien sûr pour les offices religieux,
Mais de nos jours, on voit que l'église est un peu trop grande pour les nombreux fidèles, mais elle sert aussi à différentes occasions comme des concerts. Et c'est vrai que sa sonorité est assez intéressante. Elle bénéficie d'un orgue Wetzel de très grande facture, de très belle facture, donc c'est assez sympathique. Un lieu splendide qui surplombe le village. Et enfin, il nous reste une dernière chose à découvrir avant de repartir. Et malgré tout ce qu'on vient de voir, patrimoine naturel, patrimoine bâti, panorama, malgré tout ça, le plus beau reste encore à venir. À Walscheid, il y a une famille qui élève des cervidés. Alors, quand cette famille nous propose de partir en expédition avec eux dans le massif des Vosges du Nord pour aller à la rencontre de ces bêtes magnifiques, nous n'hésitons pas une seule seconde, direction les hauteurs, dans les bois, pour aller voir ça de plus près. Plus d'une centaine de cerfs, de faons, de biches vivent ici dans cette forêt fermée et protégée. Je précise qu'il s'agit là d'une propriété privée, interdite d'accès évidemment. Exceptionnellement, nous avons le droit d'entrer dans l'enclos et de profiter de ce spectacle magnifique. Walscheid, c'est une porte ouverte sur les forêts profondes, les croyances anciennes et les traditions vivantes. Un village où chaque pierre, chaque sentier, chaque rivière raconte un fragment de la grande histoire des hommes, de la nature et bien sûr de la région. Et voilà donc pour la découverte du village de Walscheid, au sud de la Moselle, au nord des Vosges. Un village magnifique avec de l'histoire, du patrimoine, de la nature bien évidemment, et même un peu de faune sauvage. Avant de terminer cette émission, il reste un lieu que je veux absolument vous montrer, le Mont Saint-Pierre. Un lieu chargé d'histoire et de sérénité. Dominé par une chapelle de 1865 et un ancien cimetière aux tombes séculaires, ces lieux auraient autrefois été occupés par un temple païen dédié au soleil, puis par une église bénédictine, aujourd'hui disparue. À l'ombre de tilleuls vieux de 400 ans, ce promontoire fut aussi un lieu de rassemblement patriotique, notamment pendant l'annexion allemande. Mais c'est au bout de ce promontoire, un tout petit peu plus loin, que je veux maintenant terminer ce voyage, au pied d'une croix bien particulière. Et voilà pour ce voyage en Moselle. Il s'arrête ici au Mont Saint-Pierre, au cœur du département mosellan, avec derrière moi cette immense croix de Lorraine qui mesure pas moins de 6 mètres de haut. Un symbole qu'on connaît bien par chez nous, parce que c'est bien plus qu'un simple motif. C'est l'un des symboles forts de l'identité régionale. Adoptée au XVe siècle par le duc de Lorraine René II, elle devient un signe de ralliement face aux Bourguignons. Et puis, au fil du temps, elle incarne la fierté et la résistance d'un peuple au point d'inspirer, des siècles plus tard, un certain général de Gaulle, qui en fera le symbole de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale.
Ici, cette croix montée en 1976 à l'initiative de vétérans de cette Seconde Guerre mondiale honore le courage et le sacrifice de ceux qui se sont battus contre les nazis et la folie du Troisième Reich. Une croix à l'origine en chêne, remplacée depuis, elle est désormais en acier. Bref, un lieu de choix, un lieu parfait pour clore notre voyage à travers la Moselle. Nous avons découvert beaucoup de choses, notamment au niveau du patrimoine historique exceptionnel, avec le château de Lutange qui ouvre une nouvelle page de son histoire avec le gîte, mais aussi les ruines de la villa gallo-romaine à Saint-Rincement. Et le patrimoine naturel n'est pas en reste, nous l'avons vu. Des magnifiques paysages et panoramas de Walscheid au plan d'eau de Hams-Warsberg, mais aussi ces commerces qui dynamisent la vie quotidienne rurale mosellane avec le caveau avant tout, mais aussi l'Ayotte, ce magasin de producteurs locaux, ou encore le restaurant de Lutange, juste à côté du château. Et tant d'autres choses. Ce nouveau voyage au cœur des beaux villages mosellans nous a concocté de nombreuses surprises à tous les niveaux et nous a permis aussi de rencontrer ceux qui font vivre ce territoire, ceux qui donnent toute son essence à ce tissu rural, paisible et agréable. Bref, à travers ce voyage, nous avons appris à mieux connaître la Moselle et ce qui la compose. Merci de nous avoir suivis à travers ce nouveau carnet de village. À bientôt pour de nouvelles découvertes historiques. Ciao, ciao.